Chapitre 19. Père et fils. Dans un concerto sec, dont le bruit assourdissant résonnait sous le dôme, des gueules des fusils mitrailleurs crachaient le feu. Leurs salves de plomb miaulaient à travers la salle pour venir frapper le sol tout autour de Patrick. Lucas entendait le ping-ping des balles s'écrasant ou ricochant sur le métal de la passerelle où se trouvait son oncle, à moins de 100 mètres de la courtilière. C'était déjà un miracle qu'il ne se soit pas fait toucher. Lucas le vit s'abriter derrière plusieurs caisses de fer, des conteneurs qu'on avait dû décharger d'un précédent voyage et qu'on s'apprêtait à remplir pour les placer dans une autre courtilière. Lucas ne savait pas ce qui pouvait bien se trouver à l'intérieur. Il espéra que ce ne soit pas des explosifs quand il entendit des impacts contre la tôle. Là-haut, marchant de long en large, tel un fauve sans répit, dominant tous les autres d'une bonne tête, les écrasant de sa stature de Goliath, Mikhaël Kirov faisait les 100 pas en aboyant ses ordres de sa voix formidable. Patrick ne pourrait pas sortir de son abri. À peine pointerait-il le nez qu'il serait criblé de balles par les hommes en noir qui se mettaient en position pour le cueillir dès qu'il apparaîtrait. Pire encore, Lucas vit un petit groupe se détacher de la troupe pour se mettre à courir sur la passerelle vers l'autre côté du dôme. Ils veulent le prendre à revers. Il fallait qu'il fasse quelque chose pour aider Patrick. Mais quoi? Lançant un regard autour de lui, il avisa le grand sac qu'il avait tout à l'heure déposé dans un coin pour traîner le pilote inconscient dehors. Il se rua dessus, l'ouvrit, en priant pour qu'il n'ait pas seulement transporté des rations de survie. La forme courte et menaçante d'un fusil mitrailleur le rassura. Tirant l'arme du bagage, puis 5 chargeurs, il en enclencha un et fourra les autres dans ses poches avant de se retourner vers le sabord ouvert. Le petit groupe avait presque fait le tour et pourrait bientôt menacer Patrick. Il fallait agir, tout de suite. S'agenouillant dans l'embrasure pour présenter une cible moins évidente, il leva le canon de son arme, visa les gardes alignés sur la rambarde et pressa la détente. La mitraillette tressauta dans sa main, dans un grondement rageur. Des balles sifflèrent. Si elles ne touchèrent aucun des miliciens de la Telcorp, elles passèrent à quelques centimètres d'eux avant de cribler le dôme de roche, les obligeant à se mettre à couvert et à cesser leur feu nourri. Patrick jaillit de son abri et fonça en zigzag vers le sabord ouvert de la courtilière. Lucas s'était toujours moqué des savants ralentis dont certains réalisateurs abusaient dans leurs films. Pourtant, à cet instant, vidant son chargeur sur la voûte de la grotte, le regard fixé sur la silhouette de son oncle, qui sprintait dans sa direction, il eut l'impression que le temps freinait son cours, que les sons s'éloignaient, s'assourdissaient. Un bruit sec, son arme était déchargée. Il la lâcha. Dans une sorte d'état second, il vit Patrick arriver au bord de la passerelle, prendre son appui et sauter dans le vide, à l'instant même où un petit geyser de sang jaillissait de son mollet gauche. Une balle venait de lui traverser la jambe. Il s'envola pourtant, mais Lucas sut aussitôt qu'il serait trop court. Pas de beaucoup, mais... Un choc sourd, celui produit par Patrick qui frappa la coque de la courtilière et se rattrapa de justesse au rebord du sas, ses mains glissant en arrière sur le métal, cherchant une prise qu'elle ne trouvait pas. Lucas se jeta sur lui et le saisit au poignet. Mais Patrick avait beau ne pas être aussi grand que lui, il pesait néanmoins son poids. Lucas, grimaçant, sut qu'il ne pourrait pas le hisser. Patrick pendait au-dessus du gouffre infini qui béait à présent sous la courtilière, seulement retenu par ses bras tétanisés par l'effort. Lucas sentait sous sa peau moite de transpiration glisser les doigts de Patrick. Les balles ricochaient sur la coque tout autour d'eux. Patrick se ferait cribler à quelques centimètres du salut. « Charles, Kchan, à l'aide !» cria-t-il désespéré, en lisant sur le visage de son oncle une résignation sereine.
Patrick ouvrit la bouche et Lucas devinait déjà ce qu'il allait lui dire quand il sentit deux autres mains venir à son secours et la force d'une autre personne s'ajouter à la sienne. Charles. Allez mon pote, tire, articula ce dernier, en s'arc-boutant en arrière. Lucas, ignorant ses muscles endoloris, tira à nouveau. Patrick remonta, alors que les balles sifflaient autour d'eux, et prit pied dans la courtilière. Tous se mirent à l'abri de la grêle de plomb qui entrait à présent par le sabord ouvert. C'était bien un miracle qu'aucun d'eux n'ait encore été touché par le rebond d'un des projectiles, mais ce n'était qu'une question de temps. « Fermez ce sas !» ordonna Patrick, qui, assis à terre, enserrait son mollet blessé de ses mains. Charles ou Kshan durent trouver le mécanisme car la dalle de métal se rabattit sur l'ouverture, résonnant de la mitraille qu'elle recevait et les coupant de l'extérieur. Ils étaient saufs, temporairement. Lucas soufflait à peine que la courtilière basculait sur son axe. Surpris, il faillit tomber en arrière. L'excavatrice s'inclinait rapidement. Tous quatre commencèrent à glisser ainsi que le sac laissé à terre vers la cabine de pilotage. Ce fut dans un désordre indescriptible que les trois humains et le Cowiatli se dirigèrent vers le poste de commandement. Lucas dégringola le long de la travée centrale et ne s'arrêta que contre le dossier du siège de Corée qui les apostropha. « Attachez-vous vite !» La courtilière continuait de s'incliner. Lucas, à travers les hublots avant, découvrait maintenant le gouffre insondable qui s'ouvrait devant eux. Enjambant le dossier du fauteuil qui se trouvait juste à côté de la jeune fille, il s'y assit et s'y sangla tant bien que mal, constatant que le siège, ainsi que les pupitres devant eux, pivotaient pour compenser la rotation de la courtilière. Derrière lui, il entendit un brouhaha lui révélant que ses compagnons bataillaient eux aussi avec les harnais de leur fauteuil. Enfin sanglé, il tourna les yeux vers un des hublots pour suivre ce qui se passait à l'extérieur et sentit une boule enserrer sa gorge quand il vit un groupe de techniciens se diriger vers le centre de contrôle. « Ils vont reprendre les commandes de la gare. »« Ça m'étonnerait, » affirma Patrick avec une calme assurance. À peine avait-il prononcé ces mots que les vitres du poste de contrôle explosèrent, vomissant un torrent de flammes et de fumée qui se répandit sous la voûte. Lucas se retourna pour découvrir Patrick, un sourire satisfait sur le visage, tenant dans sa main un petit appareil électronique. « Boum !» commenta-t-il seulement. « Tu as piégé le poste de commande ?»« C4. On sera tranquille pour un moment avant qu'il n'envoie une autre courtilière. » Il reporta son regard sur la gare et la tour de contrôle dévastée pour voir que les hublots étaient en train de s'obturer. « Corée, commença-t-il ? C'est normal, » répondit aussitôt la jeune fille. « Le verre ne résisterait pas à la chaleur. »« Mais nous sommes aveugles. Attends. » L'éclairage de la cabine se modifia pour passer au rouge. Les hublots clignotèrent pour leur présenter à nouveau la vue de l'extérieur. « Comment ?» entendit-il Charles demander, qui devina aussitôt la réponse. « Des caméras et des écrans. Trop la classe !» Son émerveillement fut de courte durée. « C'est mon père qui est là-bas. » Sa voix s'était soudain chargée d'une note de crainte, pire encore, de terreur. « Oh, ça craint, ça craint !»« Ça va, gamin, t'inquiète pas, » intervient Patrick, rassurant. « Il est dehors et toi dedans, il ne peut plus rien te faire maintenant. C'est pas de mon père que tu parles. C'est ça qui craint. » Lucas se retourna vers le hublot, ou du moins l'écran que désignait Charles, pour réaliser que son ami avait raison. Là, bien visible sur la passerelle en surplomb, un groupe de miliciens en combinaison noire, sous l'œil pressé de Mikhail Kirov, s'affairait à monter sur un affût, ce qui ressemblait terriblement à un lance-roquette. « Allez !» commença Patrick avant de se reprendre pour demander « Corée, combien de temps encore ?» La réponse lui vint de manière détournée, par une voix féminine qui tomba de haut-parleur caché. « Attention,
Raccordement au rail de descente. Assurez-vous que vos harnais sont bien attachés. Il y eut une brève secousse, qui stoppa aussitôt, puis un bruit de pièces métalliques en mouvement. Au cœur de la machine, Lucas sentit sous ses pieds une légère vibration. « Ça y est, j'ai l'autorisation de lancer les moteurs. Vas-y !» ordonna Patrick. Lucas, lui, surveillait d'un œil inquiet les travaux des 3 miliciens qui avaient presque fini de monter leur appareil. « Je ne peux pas, il faut que les roues s'ajustent au crénelage du rail. »« Ils ont presque fini ?» intervint Charles d'une voix un rien plus inquiète. Et c'était la stricte vérité. Dans 30 secondes, 1 minute au plus tard, les miliciens seraient en mesure de transformer le cockpit en fournaise et ses occupants en shish kebab, réalisa Lucas avec un haut-le-cœur. Il n'envisageait pas vraiment sa propre mort, mais d'imaginer le petit corps de Corée, ce miracle de féminité et de beauté sauvage, réduit en objet d'horreur et de pitié, lui était insupportable. « Bon sang, on va pas rester là à attendre qu'il fasse du tir au pigeon !» grogna Patrick en bataillant pour se détacher de son siège. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Lucas alors que Patrick se déchaînait contre ses liens. « Je vais les canarder, pardi !» Il l'aurait certainement fait, dans l'espoir de ralentir le montage du LRAC, s'il était parvenu à se détacher de son fauteuil. « Pour votre propre sécurité, vos harnais sont verrouillés pour la durée du voyage. Veuillez ne pas essayer de les détacher. Seul le pilote est autorisé à les déverrouiller. »« Saleté !» éclata Patrick. « Corée, détache-moi vite !»« C'est trop tard !» prophétisa Lucas, qui voyait la gueule du lance-roquette se redresser vers eux, et Mikhail Kirov aboyait un ordre inaudible. « Ça va faire mal !» prévint Patrick. Lucas crut sa dernière heure venue quand, dans un sillage de fumée grise, la roquette jaillit du tube et fila vers eux. Quittant l'écran des yeux, il riva son regard à Corée, préférant emporter, comme ultime image de ce monde, le visage de la jeune fille, et eut la surprise de la trouver tournée vers lui. Elle le fixait aussi, avec une intensité égale à la sienne. Il y eut un grondement, une explosion assourdie. Ce fut tout. « Nom de... » commença Patrick. « On dirait, » commenta Kchan de sa voix sifflante et affectée, « qu'ils ont raté leur coup. »« Là !» Patrick désignait un des hublots de droite et l'endroit de la voûte qu'avait touché la roquette tirée avec trop de hâte. Un panache de poussière s'en dégageait. Des débris de pierre plus ou moins gros chutaient sur les infrastructures de la base. Il ajouta après un instant, en reportant son attention sur les servants de l'engin qui réarmaient déjà, sous les grands gestes et les yeux furieux de Michael. Ils ont tiré trop vite. Le télémètre n'a pas eu le temps de cibler correctement. Mais ils ne feront pas la même erreur 2 fois. La prochaine, on y a droit. La foreuse ronronnait. Des claquements semblaient indiquer que des mécanismes se mettaient en marche. Mais pour combien de temps en avait-elle encore? Libération des étriers dans 5 minutes. Patrick pesta. On les aura pas. Du réseau, s'exclama Charles, qui venait de sortir son portable de sa poche et le manipulait avec frénésie. Il me faut du réseau. Ici? À 200 mètres sous la montagne? Tu rêves? Lucas ajouta. Tu crois vraiment que c'est le moment de passer un coup de fil? Patrick sortait déjà son couteau et s'apprêtait à trancher les sangles qu'il attachait à son fauteuil quand Charles interrogea Corée. Un haut-parleur, enfin un système pour se faire entendre dehors, il y a ça sur cet engin? Quoi? Lucas n'y comprenait plus rien. Cherche pas, le coupa Charles. Corée! Oui, oui, répondit la jeune fille en cherchant le bon menu dans l'écran tactile. Je l'ai, mais... Branche-le! Exigea Charles. Il lança un regard vers l'écran. Les miliciens avaient fini de recharger et braquaient à nouveau vers eux la gueule de leur arme. Michael hurlait visiblement un ordre. « C'est bon, répondit-elle enfin, en effleurant du doigt l'interrupteur virtuel. « Papa !» cria Charles. « Papa, ne tire pas, je suis dans la foreuse !» Sur l'écran, Lucas vit le colosse glisser la main sous le canon du lance-roquette et le soulever à l'instant même où la charge creuse en jaillissait. Elle fila vers la voûte une fois encore, presque à l'aplomb de la courtilière, et explosa dans un nuage de gaz enflammé et de débris de roches du plus bel effet,
dans un grondement assourdi. Venus de l'arrière, Lucas et les autres entendirent une mitraille sonore crépiter sur la coque. Des morceaux de pierre pulvérisés passèrent devant les hublots et disparurent dans l'abîme. Sur l'écran, Lucas vit le père de Charles, qui venait de s'agripper d'une main à la rambarde, désigner le micro qu'il portait à l'oreille. À cette distance, il ne pouvait discerner le visage de Michael avec précision, mais ce qu'il en devinait lui suffisait. « L'intercom, demanda Charles. Tu peux brancher l'intercom ?» Les doigts de Corée volèrent une fois de plus sur l'écran. La voix de Mikhaël Kirov s'éleva dans l'habitacle. « Sortir immédiatement de cet engin, Charles !» Lucas réalisa alors qu'elle était encore plus terrible que dans son souvenir. Comme si Mikhaël Kirov avait, jusqu'à présent, joué les gentils, même quand il le ramenait chez son oncle. Il n'y avait plus rien de gentil dans le Mikhaël qui s'adressait à présent à son fils. Lucas vit Charles déglutir et le devina qui rassemblait son courage. « Non, papa, je sortirai pas. Je reste ici, avec mes amis. » « Ne dis pas n'importe quoi, Charles. Ce sont des voleurs et des terroristes. Et toi, un menteur. Toi et ta sale compagnie de merde. Vous mentez à tout le monde, à moi. » « Charles, reprends-toi, tu dis n'importe quoi. » Même à travers les haut-parleurs, la colère de Mikhaël Kirov avait quelque chose de terrifiant. « C'est toi qui dis n'importe quoi. Vous avez caché que vous aviez trouvé un nouveau monde à l'intérieur de la Terre. Vous volez le tellurium aux habitants ptélucidars. Vous... » « Tu ne sais rien, Charles. J'en sais suffisamment, papa. Et maintenant, je vais vérifier par moi-même. » Sur l'écran, Mikhaël se redressa de toute sa taille. « Ce n'est pas un monde pour toi, Charles. » Charles posa des yeux sur Corée, qui lui rendit son regard et lui sourit. Il répondit, avec une assurance nouvelle. « Ça, c'est à moi d'en décider. Si ta mère était encore là, gronda Mikhaël, ses paroles étaient de trop. « Ben justement, elle n'est pas là. Elle n'est plus là. » Sur le visage de Charles, la fureur avait remplacé la peur. Il y avait des larmes dans ses yeux, alors qu'il fixait à nouveau sur l'écran la silhouette colossale de Mikhaël. « C'est vous qui l'avez tué, toi et cette sale boîte. Ils n'ont jamais voulu dire ce qui lui est arrivé, et toi non plus, quand tu es revenu avec cette cicatrice, mais je sais que c'est de leur faute. » Il ajouta après un instant de silence. « Alors maintenant, je m'en vais, et personne, même pas toi, ne me retiendra. Adieu, papa. »« Non, Charles, tu ne sais pas. Sur l'écran, Mikhaël s'était de nouveau agrippé des deux mains à la rambarde, penché en avant. Même à cette distance, Lucas avait l'impression de sentir ses yeux terribles fixés sur lui. Quand sa voix s'éleva à nouveau, elle s'était chargée d'une telle haine, une telle fureur, que Lucas eut envie de se recroqueviller dans son fauteuil pour y disparaître. « C'est Patrick, n'est-ce pas? C'est lui qui t'a tourné la tête. » Un silence, puis comme un grognement de fauve. « Patrick, tu m'entends ?» L'armure se fissurait. Il y avait de la douleur dans la voix de Mikhaël Kirov, mais une douleur dangereuse, celle d'une bête blessée. « Tu veux te venger, c'est ça, Patrick. Mais je te retrouverai, tu m'entends? Je te retrouverai, je reprendrai mon garçon, et toi et les tiens, vous ne serez nulle part à l'abri. Même si je dois mettre ce monde à feu et à sang, je vous retrouverai. » Le doigt de Corée effleurant le bouton de l'intercom mit fin à l'effroyable monologue. Lucas, qui voyait encore les lèvres de Mikhaël remuer et devinait les flammes dans ses yeux braqués sur eux, sentit un frisson parcourir son dos. Chan attira leur attention. « Que font ces hommes ?» Lucas reporta son regard sur l'écran qu'il désignait, sur lequel s'affichait le grand diaphragme ouvert sur l'abîme, et à côté, un groupe de 4 techniciens très affairés autour de quelque chose qu'il ne parvenait pas à distinguer. Ce fut quand il vit les lames du diaphragme jusqu'alors rétractées et invisibles, saillant de leur logement, qu'il comprit. Profitant de ce que leur attention était fixée sur Mikhaël, ils tentaient de refermer manuellement la porte d'accès au puits. Ils étaient en passe de réussir, car il leur était inutile de clore complètement l'iris pour les empêcher de sortir. « Corée, appela-t-il. La jeune fille avait vu. « Je ne peux rien faire, il faut attendre que... » L'ouverture se rétrécissait. Encore quelques secondes, et la courtilière ne pourrait plus passer. Leur équipée se terminerait en fiasco. « Ouverture des étriers d'arrimage », annonça la même voix féminine et désincarnée.
Maintenant, lança Corée en saisissant le joystick et en le poussant à fond. Dans les entrailles de la machine, il y eut une brusque montée en régime. Quelques mécanismes émirent ce qu'on aurait pu prendre pour un gémissement de protestation. La courtilière s'élança, dévalant le rail, pour se précipiter vers le diaphragme. Lucas, voyant l'ouverture, se ruait vers eux, crut qu'ils allaient s'écraser ou rester coincés, et se raidissait déjà dans l'attente du choc, mais il se trompait. Il y eut une secousse, un grincement horripilant, celui du métal raclant le métal, un brusque ralentissement, puis une nouvelle accélération quand la foreuse, se libérant de son carcan, reprit de la vitesse et s'enfonça dans le gouffre. Là-haut, sur la passerelle, un colosse au visage balafré contempla de ses yeux bleus cobalt l'avène béant et la forme luisante de la courtilière qui disparaissait dans les profondeurs de la terre. Et quiconque à cet instant aurait croisé son regard se serait trouvé un coin discret et lointain pour se cacher de ce qui couvait sous ces traits de dieu nordique. Il demeura longtemps ainsi, immobile, à fixer l'abîme. On le devinait qui intériorisait sa colère, la forgeant, la trempant pour lui conserver sa dureté et son tranchant, en faire l'instrument de sa vengeance. Quand il se redressa, ce fut pour murmurer. « Patrick, tu ne paies rien pour attendre. » Sur ce, il se retourna et, élant un de ses subordonnés qui se mit aussitôt au garde à vous, ordonna « Convoque tous les chefs de secteur. Je les veux en salle de débriefing dans un quart d'heure. » « Bien, monsieur, » lui répondit le milicien avec un salut impeccable. Sans un mot de plus, Michael poursuivit son chemin et disparut dans une des ouvertures menant au reste du complexe. Loin, très loin en dessous, la courtilière filait toujours le long de son rail, de plus en plus vite, vers le centre de la terre, vers Tel-Lucidar.